Bonjour, le laboratoire Lorica accueille aujourd'hui Maëva Men, naturopathe et formatrice qui va nous parler de la fertilité. Bonjour Maëva. Bonjour Elodie. Alors, ma première question, comment est-ce que la naturopathie peut accompagner les couples en désir d'enfant? Alors, je pense qu'il n'y a rien de plus beau pour un couple que de prendre la décision d'avoir un enfant. Mais c'est vrai qu'avec cette réalité, il faut aussi maintenant prendre en compte, alors, en plus de ce désir de grossesse, la préparation à la grossesse. Parce que nos corps sont de plus en plus pollués, soumis à des stress aussi, voire à des déficits ou à des carences. Et c'est donc une préparation qui doit être purifiante, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental, voire même régénérante. Alors, loin de moi l'idée de vous déprimer, mais il faut savoir tout de même, puisque chaque jour, nous sommes exposés à plus de 900 substances chimiques, dont de nombreux perturbateurs endocriniens. Et on dénombre environ 80 000 molécules en circulation, 80 000 molécules chimiques différentes en circulation. Et on n'a aucune idée de l'effet cocktail qui peut être lié au mélange de ces dizaines de milliers de molécules. Donc l'idée, c'est vraiment d'entamer une détoxination profonde de l'organisme, idéalement 9 mois avant la conception et minimum 3 mois, aussi bien pour la future maman que pour le futur papa, puisque la spermatogénèse dure 74 jours. Donc, en naturopathie, on va travailler sur cette détoxination, mais on peut aussi travailler sur des problématiques de fertilité, qu'elles soient liées à des carences micronutritionnelles ou bien à des troubles comme le SOPK, par exemple, endométriose, l'hypothyroïdie ou tout autre dérèglement hormonal. On peut aussi viser à optimiser la forme physique et psychique des deux parents avant la conception, donc papa inclus. Et on va viser aussi à favoriser le développement harmonieux du bébé en devenir. On apporte également des réponses naturelles au moment de grossesse de la maman. Alors, le cas échéant, donc ça peut être les nausées, les reflux gastro-œsophagiens, les vomissements, les ballonnements, la fatigue, les insomnies, pourquoi pas même le diabète gestationnel, etc. Donc, tous ces mots qui peuvent se mettre en place parce que la grossesse, c'est aussi un chamboulement. Et puis, on peut aussi accompagner dans la maternité. Alors, à la fois la maman pour lui permettre de récupérer au plus vite, de se sentir bien dans sa tête, de se sentir bien dans son corps, le bébé aussi pour optimiser sa santé et son développement, et puis le papa pourra bien sûr bénéficier de la naturopathie pour l'accompagner dans sa paternité également. Comment peut-on faire pour améliorer la fertilité? Eh bien, de manière générale, pour favoriser la fertilité, et d'ailleurs comme pour toute démarche naturopathique, on va procéder par étapes. Et c'est vraiment un accompagnement, alors un accompagnement qui est dans la douceur, dans la bienveillance, mais voilà, on va quand même procéder par étapes pour justement favoriser ce terrain fertile. La première étape, c'est arrêter de nuire, c'est-à-dire éviter tout ce qui va constituer un risque pour la fertilité, pour la santé des parents, mais aussi pour la santé du futur bébé. Donc, on va limiter les perturbateurs endocriniens qui ont la possibilité en fait de mimer ou d'empêcher l'action des hormones physiologiques humaines, notamment des hormones sexuelles féminines et masculines, c'est-à-dire œstrogènes et testostérone, c'est-à-dire les hormones qui sont propices à toute future génitalité. On sait par exemple que les insecticides entraînent une baisse de la testostérone qui va elle-même engendrer un déficit en spermatozoïdes et donc des difficultés dans la conception. Et en 2 générations, comme on a créé plusieurs dizaines de milliers de molécules dont on ignore encore justement les effets qu'elles peuvent avoir quand elles sont mélangées, la toxicité en fait de certaines d'entre elles va s'imprégner de manière à ce que même quand on les élimine, c'est vraiment nécessaire justement d'entreprendre ce travail de détoxination puisque leur dégradation n'est pas immédiate et on en retrouve encore en circulation malgré l'arrêt de leur utilisation. Donc on va aussi limiter l'exposition aux polluants ou aux agents nocifs qu'on connaît tous, le tabac, l'alcool par exemple, ou même l'exposition aux produits toxiques professionnels. Donc ça, c'est valable pour les papas aussi. On peut aussi faire attention aux ondes, aux métaux lourds, donc que ce soit dans certains poissons par exemple, ou même dans les ustensiles de cuisine. Alors, 3 conseils par rapport à ça. Donc, libérez-vous du tabac. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour ça aussi, on peut être accompagné évidemment. Plus d'une stérilité sur 10 peut être attribuée à la cigarette, donc ça vaut le coup quand même. Et on estime qu'il faut 2 fois plus de temps à un couple fumeur pour obtenir une grossesse qu'à un couple non-fumeur. La ménopause aussi chez la fumeuse est avancée de 2 ans. Et le tabac, tout comme le cannabis d'ailleurs, va diminuer le nombre d'ovocytes et le nombre de spermatozoïdes. Ils altèrent aussi le spermogramme. Donc vraiment, n'hésitez pas justement à rentrer dans cette démarche-là, à vous faire aider, à demander conseil.
Limiter aussi la consommation d'alcool, en particulier les alcools forts, puisque l'excès d'alcool ou la prise d'alcool fort affecte les cycles de la femme qui peuvent devenir irréguliers ou bien non ovulatoires et ça affecte aussi la spermatogénèse chez l'homme. Et puis limiter l'utilisation ou la consommation d'aliments ou d'éléments qui contiennent des pesticides ou bien des perturbateurs endocriniens. Alors, je pourrais peut-être mettre à disposition une fiche aussi là-dessus qui répertorie un petit peu tout ce qu'on peut faire pour se protéger de ces perturbateurs endocriniens. Mais voilà, c'est déjà les trois conseils pour arrêter de nuire. Et puis, j'ai envie de dire au niveau plus technique, on va mettre au frais les spermatozoïdes puisqu'on sait qu'ils doivent être maintenus à une température inférieure à 2 degrés par rapport au reste du corps pour garder toute leur vitalité. Donc, de ce fait, on va éviter les vêtements serrés, les pantalons style cycliste en nylon, les saunas, les bains chauds, les jacuzzis et surtout l'utilisation des ordinateurs portables sur les genoux, l'utilisation des portables dans les poches. Voilà, c'est des petites choses aussi à prendre en compte. De plus, on va pouvoir favoriser une assiette colorée, vivante, hypotoxique, c'est-à-dire avec peu ou pas d'aliments qui vont générer de l'inflammation. Puis une assiette équilibrée et riche en oméga 3. Donc, on va aussi favoriser les petits poissons gras, les légumes verts, les céréales complètes, par exemple. Mais tout ça, ce sera à adapter à chacun, puisqu'on n'est pas tous égaux face à l'alimentation et donc on doit l'adapter à chaque tempérament. Et puis, pour favoriser la fertilité, on pourra aussi, et toujours en fonction de chacun, s'occuper de retrouver un bon sommeil bien réparateur, de retrouver son poids de forme, puisque l'excès de poids ou de maigreur a un impact aussi sur le spermogramme du papa et sur les cycles et les ovulations de la maman, de retrouver une activité physique adaptée ou encore de mieux gérer son stress, puisque le stress peut bloquer l'ovulation. Donc faites-vous plaisir, prenez des vacances. D'ailleurs, c'est pendant les vacances qu'on observe le plus haut taux de conception. Détendez-vous, ayez recours à des techniques de relaxation, ça peut être de la relaxation guidée, la cohérence cardiaque, la sophrologie. Vous pouvez aussi utiliser les fleurs de bac, par exemple, pour éviter les pensées obsessionnelles ou toute autre chose. Bon, ça, c'est pour la première étape. Puis la seconde étape, là, on va chercher à combler les déficits ou les carences, puisqu'il peut y avoir des carences qui vont être inhérentes à chacun et à chaque constitution. Donc là encore, c'est toujours à personnaliser. On peut avoir des carences en iode, on peut avoir des carences en fer, en oméga 3, par exemple, qui peuvent entraver la fertilité. Alors l'iode est souvent oublié, mais pourtant, une carence en iode chez la future maman peut aussi avoir des conséquences sur le développement du cerveau du bébé. Et aussi, la grossesse va entraîner une augmentation des besoins en fer. Donc, on va pouvoir observer même des déficits chez les 75, entre 60 et 75% des femmes en fin de grossesse vont avoir des déficits plus ou moins marqués en fer. Une future maman déficitaire en fer, eh bien, elle sera plus fatiguée, elle sera moins résistante aux affections, elle sera plus sujette aussi aux troubles de l'humeur. Le fer, en fait, à quoi il sert? Il sert à transporter l'oxygène, mais il contribue aussi à la synthèse des neurotransmetteurs, il va participer au métabolisme des hormones thyroïdiennes, il favorise l'immunité et donc une future maman déficitaire en fer, eh bien, elle sera moins en forme et comment dire, moins préparée justement pour accueillir ce bébé. Et donc on peut penser également aux oméga 3 pour favoriser la communication cellulaire, pour améliorer aussi la qualité des gamètes, donc de l'ovocyte et du spermatozoïde, et puis pendant la grossesse pour favoriser la maturation du système nerveux du bébé. On peut également penser à la coenzyme Q10 par exemple qui va favoriser la mobilité des spermatozoïdes puisque la coenzyme Q10 c'est ce qui vient alimenter la mitochondrie et la mitochondrie c'est une petite usine qu'on trouve dans les cellules et qui va fabriquer de l'énergie. Le spermatozoïde, il se déplace beaucoup et très vite à son échelle et il a beaucoup de mitochondries et il a besoin de beaucoup de coenzyme Q10. Donc voilà, ça vient aussi favoriser leur mobilité. Il faut savoir également que la prise pendant une période assez importante de pilules va augmenter les besoins en magnésium et ça va également augmenter les besoins en vitamine B, en vitamine B6, en vitamine B9 et en vitamine C. Donc en fait, voilà, les vitamines B en général et en fait, voilà, ce que je voulais dire par rapport aux vitamines B, c'est qu'elles sont au cœur des processus épigénétiques comme d'autres cofacteurs, comme le zinc, par exemple. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que les vitamines B, elles vont jouer
un rôle hyper important, notamment dans le développement du système nerveux de l'embryon, puisque on sait par exemple que la vitamine B9 va participer à la fermeture du tube neural. Donc c'est vraiment important et c'est pour ça qu'elle est très fréquemment dosée par les médecins. Et puis, durant la grossesse, on va constater aussi une déperdition plus grande de magnésium par les urines, puisque ce magnésium n'est pas stocké par l'organisme. Et donc, il est important d'apporter du magnésium quotidiennement. De même, alors on a parlé du tabac, mais c'est vrai que le tabac va majorer aussi les besoins en vitamines, notamment vitamine B9, vitamine C, vitamine E et en zinc aussi. Et puis, on va avoir une autre vitamine dont on entend beaucoup parler, qui est la vitamine D, et qui joue un rôle majeur dans la minéralisation du squelette du fœtus, puisqu'elle est nécessaire à l'assimilation et à la fixation du calcium. Et puis, la vitamine D, elle préviendrait aussi les risques de prééclampsie. Donc, il faut vraiment y penser, notamment pour les personnes carencées et peu exposées au soleil, d'autant plus qu'on s'expose peu au soleil pendant la grossesse, ou bien les personnes qui ont la peau foncée, alors surtout sous nos latitudes. Pour rappel, je vis en Bretagne. Aujourd'hui, on a du soleil, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, il faut toujours y penser justement dans ces cas-là. Et puis la troisième étape, qui découle souvent des deux premières, ça va être favoriser l'équilibre. J'ai envie de dire, c'est là que brille la naturopathie aussi. Donc pour favoriser l'équilibre, eh bien, on va veiller à la bonne santé des glandes, notamment de la thyroïde et des glandes du système reproducteur. Et donc la pilule contraceptive, par exemple, surtout si elle est prise pendant longtemps, avant de tenter cette aventure de la parentalité, elle peut tout de même favoriser les déséquilibres hormonaux, voire même les déséquilibres au niveau du microbiote, on va y revenir aussi, ou les fatigues hépatiques. Et le foie donc hépatique, le foie sert justement à détoxifier ces hormones et à favoriser l'équilibre. Et puis, il faut savoir aussi que la femme qui prend la pilule n'a plus de règles. Et en fait, les saignements qu'elle peut avoir s'appellent des hémorragies de privation et qui n'apparaissent qu'à l'arrêt de la plaquette de pilule. Donc, si une jeune femme commence à prendre la pilule, par exemple 3 ans après avoir eu ses règles et qu'elle l'arrête pour avoir eu un enfant, elle n'aura eu au final que 3 ans de vie génitale à proprement parler. Donc, c'est aussi à prendre en compte. Je vous parlais de l'équilibre du microbiote et effectivement, c'est quelque chose d'hyper important. Et d'ailleurs, l'équilibre hormonal peut être intimement lié à l'équilibre du microbiote, que ce soit au niveau de la thyroïde ou au niveau des hormones sexuelles. Et donc, on pourra penser aux probiotiques ou aux symbiotiques si besoin, puisque le bébé aussi va hériter de la flore de la maman lors de son passage par voie basse, notamment. Et d'ailleurs, certaines études ont montré que la prise de certaines souches de probiotiques à partir du 6e mois de grossesse réduirait la prévalence du diabète gestationnel, mais aussi améliorerait la qualité du lait maternel, diminuerait le risque d'allergie et d'eczéma et d'asthme du futur bébé, alors qu'on sait qu'ils sont de plus en plus exposés justement à tous ces troubles-là dès la naissance. Et puis, on pensera également à l'équilibre du foie. C'est un organe, j'en parle souvent parce que c'est un organe qui attire beaucoup l'attention des naturopathes pour les centaines de fonctions qu'il remplit. Le foie, c'est aussi l'organe qui produit le cholestérol. Et le cholestérol, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, il nous sert plus qu'il ne nous dessert en fait. Et en l'occurrence, il va être indispensable à la synthèse des hormones sexuelles, qui sont des hormones dites stéroïdiennes, donc les oestrogènes, la progestérone et la testostérone. Donc pour ça, on a besoin du cholestérol. Pour aller un petit peu plus loin dans ce retour à l'équilibre, on peut aussi parler du stress oxydatif parce qu'il peut être très impliqué dans la qualité des gamètes et notamment dans la qualité du sperme. Et puis, on va aussi pouvoir s'aider de plantes pour relancer certaines fonctions. Alors, on va avoir certaines plantes qui peuvent être utiles, comme par exemple le tribulus, le mucuna, etc., pour améliorer le spermogramme des papas. Et puis, du côté des mamans, on va avoir l'alchémide ou bien même le chardon-marie pour favoriser la régulation des cycles, l'ovulation, le retour à l'équilibre hormonal. Enfin bref, il y a énormément de plantes et chacune est à choisir aussi en fonction des personnes. Donc, comme d'habitude, je vous propose un panel assez large de possibilités. Tout n'est pas à faire par tous, puisque ce sont des pistes d'accompagnement à adapter à chacun. Mais c'est vrai qu'en général, notre but, ça va être de rééquilibrer la vie hormonale, de détoxiquer, en bref, de rendre le nid le plus douillet possible pour l'enfant, d'optimiser sa future santé, mais aussi de prendre soin des parents et des futurs parents qui en ont souvent besoin. Très bien. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est si important d'être accompagné avant la grossesse?
Alors pour moi, c'est fondamental. Alors déjà pour tout ce qu'on a évoqué jusque-là, évidemment, mais parce qu'aussi, il y a d'autres choses qui se passent justement avant la grossesse et dont on parle peu. Par exemple, il faut savoir que la formation des gamètes débute pendant la vie utérine. Et c'est vraiment un sujet fascinant, puisque les petites filles, à la naissance, possèdent déjà tous leurs ovules qui sont fabriqués pendant la grossesse. On va compter environ 1 million de poules ovocytaires et donc 400 000 vont rester à la puberté. Donc il y a vraiment une élimination qui se fait. Mais en fait, tout se passe pendant la grossesse et du coup, tout ce qui se passe pendant cette grossesse peut venir interférer avec ces ovocytes et mettre à mal ou non d'ailleurs la santé des générations futures. Et donc à travers ça, il y a aussi une espèce de continuité dans la lignée des femmes, puisqu'on va garder en mémoire l'information de la mère, puisque nos ovules sont créés pendant la grossesse. Mais comme chaque femme est issue d'un ovule qui a été créé pendant la grossesse de sa grand-mère, eh bien, on va avoir en mémoire un fragment de l'histoire de la grand-mère. Donc, la liaison entre les générations, elle est vraiment très forte et elle va être en plus renforcée par la transmission, alors des gènes, c'est une certitude, mais aussi par la transmission des bactéries intestinales, dont une partie d'ailleurs va rester dans notre appendice, ce petit organe qui est parfois victime du bistouri, mais voilà, qui nous sert aussi justement à transporter cette mémoire bactérienne et qui va nous servir dans le cadre de la digestion et surtout de l'immunité. Et donc, la préparation à la grossesse, c'est vraiment le bon moment pour faire une cure de probiotiques, alors bien choisie évidemment, et pour pouvoir favoriser un bon équilibre et une bonne implantation intestinale chez la maman et le bébé. Et puis, il faut aussi, comment dire, prendre en compte ce qui se passe au niveau épigénétique, puisque le génome n'est pas le seul support de l'hérédité. On a ce qu'on appelle des processus épigénétiques qui ne modifient pas le code génétique, mais qui vont modifier l'expression des gènes, soit en les allumant, entre guillemets, soit en les éteignant. Donc l'épigénétique, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter à notre environnement. Et notre hygiène de vie influence fortement notre épigénétique, les vitamines du groupe B aussi, mais au niveau de l'hygiène de vie, on va pouvoir parler de la gestion du stress, du contenu de l'assiette évidemment, du sommeil ou encore de l'activité physique. Et ces processus commencent bien avant la conception, évidemment. Du coup, une hygiène de vie inadaptée à la santé va pouvoir avoir des répercussions sur le fœtus qui va devenir aussi adulte. Et donc, selon ses prédispositions, selon sa génétique, selon ses marques épigénétiques, il va y avoir justement certains éléments qui vont favoriser l'émergence, par exemple, d'une maladie cardiovasculaire ou bien de troubles métaboliques ou de troubles de la fertilité, etc. Rappelez-vous que la formation des gamètes débute pendant la vie utérine, mais ça peut être aussi des troubles nerveux, endocriniens, respiratoires, osteoarticulaires, etc., etc. Tout ça, ça fait partie du terrain de chacun. Et donc, l'expression ou la non-expression des gènes est susceptible de se transmettre justement d'une génération à l'autre. Et donc, les processus épigénétiques jouent un rôle très important sur la santé future de l'enfant. Donc, on peut remonter très loin dans l'accompagnement finalement à la grossesse et on se rend compte que avoir une bonne hygiène de vie à la base, c'est déjà une bonne chose. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Et c'est vrai qu'après, plus on s'y prend tôt, plus on favorise la bonne santé, le bon déroulement de la grossesse et puis la bonne santé de l'enfant à venir. Merci beaucoup Maëva pour tes précieux conseils. Vous trouverez bien sûr tous ces nutriments au laboratoire Lorica et je te dis à très bientôt. À bientôt, Elodie.